Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors pour cette première vidéo, on va commencer on va parler sur la e-fast eco en pratique. Ce qu'on appelle donc couramment c'est fast eco. Je vais vous expliquer par la suite c'est quoi donc la différence entre e-fast et fast eco. Donc je suis résident en anesthésie et réanimation au CHU de Béjaïa. Alors, comme plan de ce TD, on va commencer donc par les objectifs pédagogiques, puis une introduction, les objectifs donc de la fast eco, puis la technique, et enfin, on va terminer par une conclusion. Les objectifs pédagogiques. Alors les objectifs, on a deux objectifs principaux. Le premier, donc, il faut connaître c'est quoi une fast eco. Puis, on doit connaître donc les différentes fenêtres, c'est-à-dire comment mettre la sonde d'échographie et où la mettre, et les différentes images qu'on va voir sur l'échographe dite normale. Alors donc pour cette première diapo, on va juste se focaliser sur la fast echo normale, chez un sujet normal. Comme introduction, alors, fast echo c'est quoi? Alors, contrairement à ce que la plupart des gens pensent que fast veut dire rapide, donc c'est juste fast, en réalité c'est un acronyme. Fast c'est un acronyme anglais, c'est Focused Assessment Sonography in Trauma, ou bien for Trauma. E-fast, donc la première c'était fast echo, puis avec le temps donc ils ont évolué, ils ont créé donc ce qu'on appelle e-fast, ça veut dire c'est extended, le E c'est extended, Focused Assessment Sonography in Trauma. C'est-à-dire, la première fast echo, c'était juste donc une échographie de l'abdomen. Puis, le e-fast, c'est une échographie de l'abdomen et du thorax. Alors, pour les indications, il faut savoir donc qu'elle a une indication très large. Donc, on peut l'utiliser chez pratiquement tous les polytraumes, tous les traumatisés, surtout quand on est débutant et qu'on veut apprendre. Donc, indication très large, vu que c'est un examen. Donc, l'échographie, c'est un examen. L'échographie, c'est un examen qui est non invasif, facile, et commence de plus en plus à être accessible au niveau des urgences et au niveau des services donc, de réanimation. Mais l'indication en elle-même, c'est généralement c'est quand on a donc un traumatisme grave, surtout si on a une instabilité hémodynamique, ou bien un traumatisme qui est présumé grave, selon donc les critères de Vittel, qui définissent donc le traumatisme grave. Alors pour les objectifs de cette fast echo, bon je vais parler couramment de fast echo, mais réellement je parle de e-fast echo, c'est juste qu'on a l'habitude de l'appeler fast echo. Donc pour les objectifs on doit rester simple, donc elle a deux objectifs principaux. On cherche est-ce qu'il y a du liquide dans l'abdomen ou le thorax, et est-ce qu'il y a de l'air dans le thorax. C'est ça donc les deux objectifs principaux de la fast echo. On ne cherche pas autre chose. Ça relève surtout donc du domaine des radiologues. Ça nécessite plus d'expérience et ça ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire même si on trouve une contusion hépatique ou autre, la prise en charge ne changera pas. C'est une prise en charge donc de surveillance, c'est tout. Mais si on trouve du liquide, ça dépend de l'abondance, mais le malade donc peut rentrer au bloc opératoire. Si on trouve par exemple un pneumothorax, il faut le drainer. Un pneumothorax, il faut le drainer. Et il faut savoir aussi donc que les contusions en général, apparaissent un peu tardivement. Et ça nécessite, comme je l'ai dit, donc de l'expérience. Il faut signaler que c'est intéressant de voir les contusions pleurales quand elles apparaissent précocement, parce que ça peut expliquer certaines désaturations ça peut expliquer la désaturation chez certains malades et peut donc argumenter l'initiation d'une corticothérapie. Bon, on va pas trop détailler sur ça. Alors pour la technique, donc la technique elle est généralement donc faite en décubitus dorsal. Vu que malheureusement c'est pas très évident de la réaliser aux urgences, vu que
beaucoup de malades qui sont agités et tout, mais donc la technique se réalise en décubitus dorsal. Il faut donc savoir qu'on utilise une sonde abdominale, donc à la recherche du liquide, et une sonde superficielle dite donc la sonde linéaire. Je vais vous montrer tout à l'heure. La sonde linéaire donc pour la recherche de l'air au niveau du thorax. Mais donc dans ce TD, on va utiliser une sonde cardiaque et une sonde superficielle. Donc la sonde cardiaque c'est à la place de la sonde abdominale. Malheureusement notre échographe donc ne dispose pas de sonde abdominale. C'est pour cela. Donc il y a 8 fenêtres principales échographiques donc qu'on utilise. On a ce qu'on appelle donc, je vous explique donc tout de suite le placement de chaque fenêtre. Donc on a ce qu'on appelle l'espace de Morisson, donc l'espace de Kohler, le cul-de-sac donc de Douglas, les deux cul-de-sac costodiaphragmatiques pleuraux, gauche et droit, le péricarde, donc sa fenêtre sous-costale, et les deux lignes médioclaviculaires. Et il faut savoir donc que le fastico, il faut être rapide, mais donc la rapidité ça s'acquiert avec l'expérience bien sûr. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, même si on prend du temps au début, mais avec le temps, on sent qu'on est devenu de plus en plus rapide. Alors on va commencer. On va commencer donc à interpréter les images radiologiques. La première fenêtre, ce qu'on appelle donc, c'est un espace assez connu, ce qu'on appelle donc le cul-de-sac de Morisson. Plutôt l'espace de Morisson. Donc c'est un espace situé entre le rein et le foie. Donc c'est à droite. On met notre sonde généralement sur la ligne médioclaviculaire droite, comme vous voyez ici. Donc on a notre sonde. Attendez, je vais utiliser le stylo. Donc on a notre sonde ici. Donc généralement c'est une sonde. On utilise d'habitude la sonde abdominale, mais ici on a donc la sonde cardiaque. Avec son repère, il est donc vers le haut. Donc le repère de la sonde, chaque sonde a son repère. Le repère il est vers le haut. On la met généralement sur la ligne axillaire moyenne. Puis au niveau donc du 10e espace intercostal à peu près. Là on la met et on cherche notre image. Donc on cherche, il faut savoir que en échographie, il faut chercher, donc il faut glisser vers, que ce soit en avant ou en arrière, un peu vers le haut, un peu vers le bas, en essayant donc de chercher la meilleure image. On ne tombe pas directement sur la bonne image. Alors ici pour notre indicateur, donc il est à droite, c'est-à-dire l'indicateur il suit donc l'indicateur de l'échographe, c'est-à-dire ce qui est à droite maintenant sur cette diapo, ce qui est à droite ici, il est ce qui est vers le haut, il est à droite, ce qui est vers le bas, il est à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On remarque que notre foie, il est là le foie, donc ça c'est le parenchyme hépatique. Puis notre rein, il est là, puis il est là, donc là c'est ce qu'on appelle l'espace de Morisson. C'est l'espace qui est situé entre le rein et le foie. Voilà. Donc l'espace situé entre le rein et le foie. Donc je vais effacer maintenant rapidement tout. Voilà. Voilà, alors je vais vous redessiner uniquement l'espace de Morisson. Il est là. Il est là. L'espace de Morisson. Il est situé entre le rein et le foie. Et il faut savoir que il est très important d'obtenir ce petit triangle à la fin. Parce que quand on a un petit liquide, quand on a une petite quantité de liquide, on peut avoir cet espace-là clean, sans liquide, mais on peut avoir un peu de liquide ici dans ce triangle de la fin, ici. Voilà. Donc c'est très important de descendre un peu vers le bas, ici, de descendre un peu vers le bas pour avoir le triangle. Voilà. Donc c'est ça le premier espace qu'on appelle l'espace de Morisson. C'est tout. Donc c'est assez simple, il faut juste essayer de pratiquer. On va passer maintenant à l'espace de Kohler. Donc l'espace de Kohler, il est très très similaire à l'espace de Morisson. L'espace de Kohler, il est situé à gauche, donc il est situé entre le rein et la rate. Voilà notre parenchyme splénique.
Et voilà notre rein. Donc voilà, donc chez ce patient, le rein il paraît un peu plus grand, le rein gauche paraît un peu plus grand que le rein droit, mais c'est juste un truc de profondeur et tout, parce que la rate elle est plus petite que le foie. Et voilà, donc on a notre rein ici, notre rate, et on a l'espace de colaire, il est situé ici. Voilà. Notre espace de colaire, il est situé ici, et on a à la fin donc ce petit triangle. J'insiste donc sur ce petit triangle qui est situé donc à la fin de la jonction entre le rein et la rate, où on peut trouver un peu de liquide quand il est de petite abondance. Mais maintenant, donc passons à l'image gauche. Donc toujours notre indicateur il est vers le haut, c'est-à-dire ce qui est vers le haut, il est ici à ma droite, et ce qui est vers le bas, il est ici à ma gauche. Alors, la particularité entre l'espace de Morisson et l'espace de colaire, donc l'espace de colaire, on le recherche légèrement plus postérieur et légèrement plus haut. Parce que comme vous savez, par exemple, comme vous savez que le rein gauche, il est un peu plus haut et un peu plus postérieur que le rein droit. C'est tout. Donc on a parlé de l'espace de Morisson, de l'espace de colaire. Maintenant, on va passer à la troisième. Donc à la troisième fenêtre qu'on utilise à la recherche du sang au niveau abdominal, ou bien anciennement appelé la fast écho. Le troisième espace, c'est le cul-de-sac de Douglas, c'est-à-dire le cul-de-sac rétro-vésical chez l'homme et rétro-utérin chez la femme. Alors, ici, on va mettre notre sonde juste en dessus, ici, donc juste en dessus de la symphyse pubienne. Alors, la symphyse pubienne, elle est située ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose ma sonde sur la symphyse pubienne, puis je monte un peu vers le haut et je rentre. Donc, j'appuie sur l'abdomen et j'essaie donc de m'incliner un peu. Donc, celle-là, j'essaie de m'incliner un peu vers le haut pour obtenir donc cette image-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une vessie. Donc, voilà la vessie du malade. Voilà la vessie. Donc, on a la vessie ici. Ici, donc, on va chercher le liquide ici. Est-ce qu'on a du liquide? Un truc anicogène. Ici, donc, qui ressemble exactement au contenu de la vessie. Parce que la vessie, elle contient des urines. Les urines, donc, c'est du liquide. Donc, il est anicogène. Donc, on recherche exactement ça. Donc, ici, donc, pour ce patient, donc, il n'y a pas de liquide. Ici, donc, pour le cul-de-sac de Douglas, on utilise deux coupes. On a la coupe horizontale et la coupe verticale. Ici, on est dans la coupe verticale. Donc, on est dans la coupe horizontale. Notre indicateur, toujours, donc, il est vers ici, donc horizontal, il est vers la droite. Donc, l'indicateur ici, il correspond à celui-là. Il est toujours vers la droite. Je vais utiliser la gomme pour vous montrer donc l'indicateur. Voilà, gomme. Alors pour la gomme, donc voilà, l'indicateur il est à droite, donc c'est un petit truc sur la sonde échographique et sur donc l'image de l'échographe, il est là. Donc ce qui est à droite, il est à droite, ce qui est à gauche, il est à gauche, parce que j'ai mis mon indicateur à droite. Maintenant passons à la coupe verticale. Donc toujours on reste sur le cul-de-sac de Douglas. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne juste la sonde de 90 degrés. Pardon. Donc on tourne la sonde de 90 degrés. C'est-à-dire mon indicateur était comme ça. Je vais le remettre vers le haut. Donc maintenant, ce qui est ici, c'est ce qui est vers le haut. Ce qui est ici, c'est ce qui est vers le bas. Et comme vous voyez, on coupe la vessie et donc elle paraît comme triangle. Vous savez que la vessie, donc elle est triangulaire. Donc ici, c'est, donc on va voir ici donc la prostate et tout. Ici, la prostate, elle est là. Donc ici, c'est le reste de l'abdomen. Ici, on cherche toujours le liquide. Donc, le liquide, on le cherche toujours ici. Donc ici, donc en bas de la vessie. Il faut savoir que donc, cette coupe verticale, elle est légèrement plus sensible que la coupe horizontale. Voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise. On va passer maintenant. Donc, on a terminé avec
l'abdomen. On va passer maintenant donc au thorax. Alors pour le thorax, on va commencer par le cul-de-sac costodiaphragmatique droit. Alors pour le cul-de-sac costodiaphragmatique droit, on était là. Donc on a mis notre sonde ici au début, donc pour chercher l'espace de Morisson. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour chercher le liquide, donc vous savez que le liquide, il se situe en bas. Généralement, il se situe donc dans les régions liquides. Qu'est-ce que je vais faire pour mon sonde? Je vais toujours, donc je vais descendre vers le bas et en arrière. Donc vers le bas et un peu en haut. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc ici, c'est toujours. Donc il faut savoir que toujours, donc notre indicateur, il est vers le haut. Donc et ici, il est toujours vers la droite. Donc ce qui est à droite, ce qui est vers le haut, il est à droite, ce qui est vers le bas et à gauche. Donc on obtient toujours donc ici donc la partie supérieure du rein, la partie donc supérieure de l'espace de Morisson, et ici on a le parenchyme hépatique. Et ici apparaît un truc, donc une ligne hyper-échogène, c'est celle-là. Une ligne hyper-échogène, c'est le diaphragme. Donc la ligne hyper-échogène, c'est le diaphragme, puis vient le parenchyme pulmonaire. Donc je vais effacer et je vais faire tout. Voilà. Donc si vous voyez, je vais refaire donc tout. Ici donc on a le rein, puis le foie, puis on a le diaphragme, puis on a le parenchyme hépatique. Alors s'il y avait du liquide, si on avait du liquide, donc un hémothorax dans un contexte traumatique, on va voir ici une structure anéchogène. Donc c'est une structure qui va être anéchogène. Mais là on voit un aspect très très sensible et très très évocateur de l'absence de liquide. C'est ce qu'on appelle le miroir, l'effet miroir du poumon. C'est-à-dire ce qu'on voit ici au niveau du parenchyme pulmonaire, ici, c'est un miroir du parenchyme hépatique. Par exemple, si vous voyez donc ce petit vaisseau, il peut correspondre à ce vaisseau. Donc c'est un miroir. C'est vraiment, on dirait, on a l'impression qu'on a un autre foie ici. Donc c'est l'effet du miroir. Comme si, donc le diaphragme, c'est un miroir. Ça signe qu'il n'y a pas du liquide au niveau du cul-de-sac, donc costodiaphragmatique droit. Si on a un miroir donc au niveau du parenchyme pulmonaire. Donc c'est un signe très important, donc qu'on ne trouve pas tout le temps, mais quand on le trouve, on sait qu'il n'y a pas du liquide. Voilà. Maintenant, on va passer au cul-de-sac costodiaphragmatique gauche. Alors, il faut savoir que pour le cul-de-sac costodiaphragmatique gauche, c'est assez similaire. Donc la seule différence, c'est que donc on le recherche bien sûr un peu plus haut et un peu plus postérieurement, bien sûr, parce qu'on a trouvé, donc on a dit que la rate est un peu plus haute que le rein gauche, plutôt que le rein droit et le foie. Donc c'est automatiquement le diaphragme et le cul-de-sac, donc costodiaphragmatique gauche, se situe plus haut que le droit. Alors ici, donc on a toujours donc la fin du rein, on a toujours donc la partie supérieure de l'espace de Kohler, puis on a ici le parenchyme splénique, on a ici le diaphragme hyperéchogène, et on a ici donc un autre signe miroir. Donc on a aussi un miroir. Voilà. Donc ici il n'y a pas de liquide non plus. Maintenant on va passer au péricarde. Alors pour le péricarde, on va mettre notre sonde en sous-xiphoïdien. Donc on va mettre notre sonde ici, en sous-xiphoïdien, en inclinant un peu, donc en essayant donc d'appuyer en sous-xiphoïdien et en s'inclinant vers le haut. Si vous voyez ici, voilà, ici donc, voilà notre indicateur. Si vous voyez ici, voilà notre indicateur, donc c'est un petit point sur notre sonde. L'indicateur ici par exemple, il est à droite. Et un autre indicateur sur l'écran, il est... Donc un autre indicateur ici sur l'écran, il est
à droite aussi. Donc ce qui est donc en quelque sorte donc notre indicateur à droite. Donc c'est un peu les trucs donc se sont un peu inversés, c'est-à-dire ce qu'on a ici c'est la droite, ce qu'on a ici c'est la gauche. Ah non non pardon. Donc tellement on a inversé, donc notre indicateur il est à droite sur le comment dirais-je, donc il est à droite, donc notre indicateur on l'a envoyé vers la droite du patient, puis notre indicateur il se situe à notre droite, c'est-à-dire il est en vérité à gauche parce que c'est une image inversée. Donc ce qui est à droite ici, donc ce qui est à droite sur l'image, en vérité il est à gauche parce que j'ai inversé le. En tout cas, ne vous embrouillez pas maintenant avec tout ça. Il faut savoir juste que quand on met notre sonde, quand on va mettre donc notre sonde, on va appuyer sur donc en dessous de l'apophyse xiphoïde ici, puis on va s'orienter un peu vers le haut. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord donc le parenchyme du foie gauche, parce que vous savez que donc le foie il est à gauche et à droite. Donc on va voir le parenchyme gauche, puis on va voir notre VD triangulaire, on va voir notre OD, l'oreillette gauche, puis on va voir notre OG, puis on va voir notre VG. Et on va chercher est-ce qu'il y a du liquide ici, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un hémopéricarde ou non, qui va se situer en postérieur. Ici, dans ce cas-là, il n'y a pas d'hémopéricarde. S'il y avait d'hémopéricarde, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir ici donc, une structure qui est anéchogène, qui ressemble à ça, au sang. Voilà, ici, il n'y a pas d'hémothorax. Mais quand, plutôt, il n'y a pas d'hémopéricarde. Mais quand on a donc du liquide ici dans cette partie, donc je vais effacer. Il faut savoir que quand on a du liquide ici en postérieur, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un hémopéricarde. Ça peut être un hémothorax. Mais donc on va parler après donc, de comment faire la différence entre un hémopéricarde et un hémothorax. Donc maintenant vous retenez uniquement ce qui est normal. Ici, il n'y a pas d'hémothorax. Il n'y a pas d'hémopéricarde, pardon. Voilà. Maintenant, on va passer à la ligne. Donc on va passer à la dernière chose. Maintenant, si vous remarquez, donc on a changé de sonde parce que maintenant on va chercher de l'air dans le thorax. Est-ce qu'il y a un pneumothorax ou non? Donc voilà, voilà notre sonde linéaire. Donc ce qui est avec son indicateur toujours vers le haut et son indicateur ici il n'apparaît pas mais il est à droite. Donc ce qui est vers le haut il est à droite, ce qui est vers le bas est à gauche. On va se mettre sur la ligne médioclaviculaire. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va commencer à voir ici. Donc ici, ça c'est le périoste. Puis ça, c'est une côte. Ici, c'est la même chose. C'est le périoste. Et ça, c'est une côte. Ça, c'est les espaces sous-cutanés. C'est l'espace sous-cutané. Et ça, c'est les muscles intercostaux. Puis, apparaît la plèvre. Je vais effacer pour vous montrer la plèvre. La plèvre, elle est hyperéchogène, c'est cette ligne-là. C'est celle-là, donc la ligne pleurale. Alors, on a dit qu'on a une côte ici, la plèvre ici, hyperéchogène. Ici, c'est les muscles intercostaux. Ça, c'est le sous-cutané. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle ça. C'est une ligne A. Ligne A. C'est une ligne physiologique, ça veut dire cette ligne toujours, donc c'est un miroir. Donc c'est la même chose, c'est la même distance entre ça et ça. Voilà, donc la ligne A, même s'il y avait donc plus profond, on va continuer ici des lignes A, d'autres lignes A, si c'était donc l'image était plus profonde. Donc cette ligne A, donc c'est un miroir de la plèvre, voilà. C'est ce qu'on trouve donc quand c'est une ligne A. Donc la ligne A, elle est physiologique, mais on la trouve aussi. Donc la ligne A, il faut savoir qu'on trouve les lignes A
toujours où il y a de l'air. C'est-à-dire, même si le patient a un pneumothorax, on va trouver toujours une ligne A. On va trouver la ligne A, même si le patient a un pneumothorax, on va trouver une ligne A. Voilà. Donc, mais elle est physiologique aussi. Maintenant, on va passer donc au diagnostic du pneumothorax. Là, je vous ai montré juste les structures. Donc, je vais le refaire une autre fois. On a ici donc une côte, ici une côte, ici c'est la plèvre, ici c'est la ligne A, ici c'est les muscles, ici c'est le sous-cutané. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la ligne médioclaviculaire donc droite. Mais il faut savoir que donc la gauche et la droite pour la ligne médioclaviculaire, donc c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et donc je vais vous remontrer. Donc les différentes structures. Donc ici c'est la côte, ici c'est la côte, ici donc c'est la plèvre. Donc ici c'est les muscles et ici c'est le sous-cut. Avec un tir. Donc avec un tir TM. Donc celle-là. Donc c'est un tir TM. Donc je vais pas vous embrouiller trop avec ça. Donc mais il faut savoir quand on fait donc un tir TM avec donc l'image réelle, on va voir ce qu'on appelle ici donc la ligne de bord de mer. Comme si donc ça signifie qu'il n'y a pas de pneumothorax. Cette ligne de bord de mer. C'est quoi la ligne de bord de mer? Ici. Donc c'est comme c'est tout ça. C'est du sable et tout ça c'est la mer. Attends, je vais effacer. Je vais redessiner. Donc ici, ça, c'est du sable. Et ça, c'est la mer. Voilà. Donc tout ça, c'est la mer. Tout ça, c'est le sable. Donc ça s'appelle le signe de bord de mer. Et ça signifie qu'il n'y a pas de pneumothorax. C'est-à-dire la plèvre, elle bouge. Mais là, donc je peux vous montrer dans la diapo suivante ce qu'on appelle le glissement pleural. Donc le glissement pleural. Voilà ce qu'on appelle le glissement pleural. Donc si vous voyez, donc remarquez vidéo, mais remarquez donc celle-là. Remarquez. ممكن يبقى فينا حين ستريس تاعي احدي لي غاز تمام عيطوني مش عارف في السجن عادي نروح اخليك خلاص. Donc c'est une autre cote. Apparemment je ne peux pas écrire ici. Donc, je vais effacer et je vais vous montrer ici. Alors, quand je passerai à la vidéo, vous suivez donc celle-là. Vous suivez celle-là, la plèvre. Donc celle-là, vous suivez cette plèvre-là. Vous allez voir qu'elle est en train de glisser donc comme ça. Elle glisse comme ça et elle revient. Elle glisse et elle revient. Elle glisse et elle revient. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle donc le signe de glissement pleural. C'est-à-dire alors, en conclusion, il faut savoir donc que la FASTICO, donc c'est un examen qui est très important, surtout donc quand ça fait donc surtout quand c'est la nuit, qu'il n'y a pas de radiologue, il n'y a pas de scanner, etc. Il est facile. Donc ça nécessite un peu d'expérience uniquement, et non invasif et reproductible, c'est-à-dire on peut faire une FASTICO, puis après 5-10 minutes, on peut refaire une autre. Il est à connaître, donc surtout par tous médecins, surtout les médecins donc urgentistes, les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens. Il faut savoir donc que ça sauve
des vies. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez retenu donc des choses. Et alors j'attends vos questions sur la page. Donc si vous avez des questions, vous pouvez donc me les laisser sur des commentaires. Je vais essayer donc d'en répondre. Merci pour votre attention.